Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo d'échange avec Kevin pour parler de Tor. Aujourd'hui, on va essayer d'axer notre discussion sur les avantages pour pouvoir contourner les censures grâce à Tor, voir un petit peu comment on peut faire. Mais je pense, avant de pouvoir commencer, c'est bien de faire un petit peu un état des lieux de la censure dans le monde, de voir comment les pays l'appliquent, qu'est-ce qui se passe et potentiellement comment on peut contourner ça grâce à Tor. Alors justement, moi j'aimerais vous parler un peu de l'expérience que j'ai actuellement, parce que je suis à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, qui est un des derniers pays communistes sur la planète. Il en reste approximativement 4 ou 5. Mais quand on regarde l'accès Internet dans ces pays, il y a une vraie problématique en fait, de censure. Parce que si on regarde la Chine, il y a ce qu'on appelle le pare-feu chinois qui va filtrer tout un tas de contenus et de sites avec des censures qui sont vraiment très dures parce que même la plupart des VPN n'arrivent pas à contourner en fait, ces censures. On a après des pays qui sont plutôt au Moyen-Orient, avec que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit l'Iran. On a également la Corée du Nord, qui a un pare-feu qui est extrêmement rigide pour éviter qu'il y ait beaucoup d'informations qui puissent fuiter en dehors du pays. Il y a la Russie également, qui est très forte à ce niveau-là. On a eu également pendant les révolutions au niveau printemps arabe, tout ce qui était Égypte, Turquie, qui ont laissé les pare-feux qu'ils avaient mis en place et surtout le filtrage d'accès Internet pour éviter de faire fuiter de l'information sur l'extérieur. Mais moi, j'aimerais vous prendre le cas là, du Vietnam dans lequel je suis, parce que c'est un peu le même cas au Laos. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un Internet qui, actuellement, au Vietnam, est assez performant. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de coupure pendant l'échange qu'on va pouvoir avoir. Mais le gros problème, c'est qu'en fait, ils filtrent énormément de sites avec en fait le pare-feu, ce qu'ils appellent le pare-feu de bambou. Et globalement, ils vont filtrer en fait tout ce qui est site à caractère politique qui contrevient à la politique communiste, ce qui est quand même vraiment problématique. J'espère que cette vidéo sortira après que je sois sorti du pays pour éviter de me faire embarquer. Ça serait quand même cool au passage. La Et zonzon. ouais, exactement, la zonzon, tout à fait. Les zonzons vietnamiennes, je suis pas sûr qu'elles soient très, très, Pas très top, jolies. non. Et exactement. Et après, ils ont bloqué beaucoup de choses aussi à caractère journalistique, des blogueurs qu'ils ont enfermés pour avoir écrit des reportages un peu contre le régime, et officiellement tout ce qui est à caractère pornographique. Mais quand ils ont regardé un petit peu le contenu des flux qui étaient réellement filtrés, il n'y avait aucun site pornographique qui était filtré, mais les opérateurs ont pris la décision par eux-mêmes il y a quelques années d'appliquer justement ces filtres-là et de supprimer un peu tout le contenu qui pouvait contrevenir à la belle idéologie, on va dire, qu'on peut retrouver dans certains de ces pays-là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, le Vietnam était un des premiers consommateurs de ce type de contenu, parce que quand on regardait les requêtes Google, alors ça date d'une dizaine d'années, hein, les dernières stats qui étaient sorties, c'est eux qui étaient dans les plus gros consommateurs au niveau monde. Donc on se demande si justement, ce n'est pas les pays qui vont le plus censurer, qui vont avoir le plus tendance Ah à bah essayer d'aller si. chercher un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur, en fait. C'est un Ah peu bah bien sûr que la si. vision de l'oppression. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, Kevin, justement, sur cet aspect-là, sur le fait de toujours essayer de verrouiller toujours plus et le sentiment de la population, en tout cas. Bah forcément, ouais, bah là tu mets le doigt sur un truc qui est très intéressant, c'est que forcément dès que tu mets une interdiction à une population ou même juste à une personne individuelle, forcément qu'elle va avoir tendance à vouloir aller un peu plus loin, voir ce qui se passe. Des fois ça va être juste par envie de comprendre pourquoi est-ce que c'est interdit. Donc, viens, je tente d'y accéder, je vois ce qui se passe, et puis en fait, ok, bah, c'est pas plus ouf que ça, mais je suis un hors-la-loi, c'est cool, machin. Et donc, je pense que la population est un peu comme ça, en mode, bah, plus on va te dire qu'il faut pas faire quelque chose, et plus tu vas le faire. C'est la nature humaine. Après, si des États ont besoin de faire ce genre de choses, bah forcément, c'est bah, comme tu disais, par exemple pour la Corée, la Chine, la Russie, choses comme ça peut être soit par idéologie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens soient pollués entre guillemets par le monde entier et qu'ils puissent avoir une vision un peu comme la caverne, tu sais le mythe de la caverne où on voit que les ombres et puis en fait on voit pas réellement ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que les États ne veulent pas montrer réellement ce qui se passe à l'extérieur pour éviter que la population se dise ah c'est peut-être mieux ailleurs ou pourquoi c'est comme ça chez nous, tu vois, peut-être que ça permet de faire en sorte de, comment ça s'appelle? Ah mince, Contrôler de la gérer masse. ouais, voilà, de contrôler la masse, de gérer la population sans qu'elle puisse se poser trop de questions parce qu'en fait, au final, la masse ne sait pas réellement si c'est normal ou pas. Et puis après, tu vas avoir aussi des ambitions politiques un peu plus fortes. Par exemple, tu disais la Russie. En Russie, les réseaux sociaux américains sont pas accessibles, par exemple. Et là aussi, c'est pareil. C'est pour éviter que tu aies des interactions avec les États-Unis, peut-être aussi de l'espionnage, peut-être voilà. Donc plus tu contrôles l'information qui est dans ton pays,
et plus tu as de chances de manipuler correctement la population et de limiter les révoltes ou le savoir, tout simplement. Bah, en fait, je pense que c'est super intéressant. Et là, on parle de pays qui vont censurer officiellement et clairement l'information. C'est-à-dire que vous allez sur un site, vous avez un blocage officiel, hein, c'est écrit dans la langue du pays en question qui vous dit interdiction d'accéder à ce contenu-là. Mais après, il y a cette canalisation de l'information qu'on peut avoir aussi en Occident. Parce que là, on parle beaucoup de pays d'Orient qui justement appliquent certaines de ces mesures. Et en Occident, quand on regarde les médias, comment ils diffusent l'information, si on prend le conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr. Moi, quand je suis allé en Estonie, on n'avait pas du tout les mêmes informations qu'on avait en France parce qu'ils avaient un rapport très proche avec les Russes, avec le peuple russe. Et du coup, ils arrivaient à avoir les informations de l'autre côté de la barrière. Et quand on comparait les deux informations, on voyait que c'était deux anciens blocs en fait, qui continuent de s'affronter, un peu comme à l'époque de la guerre froide en fait. Et on s'aperçoit que c'est un peu cette idéologie d'un côté, avec des pays communistes qui vont verrouiller l'information pour éviter qu'il y ait des idéologies externes qui sortent. Et dans nos pays occidentaux, on va diaboliser certains systèmes de fonctionnement, justement pour éviter qu'il y ait peut-être un mélange, une évolution. Donc c'est assez intéressant à voir. De toute façon, si tu confrontes des idées, automatiquement, ça fait aussi de la confrontation humaine. Donc, moins tu as d'idées, moins tu as de risque de confrontation d'idées, et moins tu as de risque de confrontation humaine. Donc, encore une fois, ça permet de lisser la population et d'avoir une idée globale, d'uniformiser, d'unifier la population, et puis c'est peut-être plus facile à contrôler. Et justement, je pense que c'est important de parler de Tor dans ce mood-là, dans ce système-là, parce que Tor, c'est un outil qui est extrêmement puissant. On parle du réseau Tor et non pas uniquement du navigateur, parce que le réseau va permettre beaucoup plus de choses que uniquement le navigateur. Navigateur, vous pouvez accéder, je sais pas, à des boîtes mail, vous pouvez accéder à des sites qui sont potentiellement verrouillés. On prend le cas de mémoire de la Turquie il y a quelques années qui avait bloqué l'accès à Twitter. Je ne sais pas si c'est encore le cas. En Iran, ils avaient bloqué l'accès à Facebook pour éviter que les personnes puissent transmettre des informations, qu'elles puissent se regrouper. Et donc, ne serait-ce que d'avoir un accès au réseau Tor, ça va permettre d'accéder à ces sites-là. Et je pense que ça donne quand même une certaine liberté. Et aujourd'hui, les gouvernements ont de grandes difficultés, en tout cas, à bloquer ces accès au réseau Tor. Et je ne sais pas si, dans la pratique, ils y arrivent réellement totalement. Alors, si, en fait, il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est que, comme on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que les nœuds Tor sont connus. C'est-à-dire que la liste des nœuds Tor est publique et que, par conséquent, tout comme un site internet peut interdire l'accès à son site depuis des nœuds Tor qui sont connus, un État peut dire, OK, moi, je veux pas que des flux sortants de mon pays puissent sortir par le biais de ces nœuds-là. Donc déjà, il est possible d'appliquer ce type de filtrage. La deuxième notion qu'il y a à comprendre, c'est la notion de bridge. Un bridge, donc c'est un pont qui va permettre de rendre un peu plus anonyme, un peu plus random, un peu plus lisse la connexion qu'on tente d'émettre en direction du réseau Tor. Donc en fait, ces bridges, comment ça fonctionne? On va se connecter en fait à un nœud Tor qui soit est privé, totalement inconnu, ou soit par le biais de mécanismes qui vont permettre de rendre un peu plus légitime. Donc, par exemple, dans le navigateur Tor, il est possible d'aller dans les paramètres et les built-in bridge. Et il y a, je crois, de mémoire, il doit y avoir 3 types de bridge qui sont déjà pré-inclus dedans. Donc, tu as l'OBFS4, tu as le Snowflake et tu as le Azure, je sais plus quoi. Donc, OBFS4, ça permet de rendre un petit peu plus random ta connexion, c'est-à-dire qu'on arrivera moins à savoir que tu interagis avec le réseau Tor. Le Snowflake, c'est quelque chose qui est vraiment acté pour la censure, donc ça va être plus optimisé si tu tentes de contourner les censures, même si en Chine, c'est surtout l'OBFS4 qui fonctionne bien. Et puis, le dernier, le Azure, je sais plus quoi, c'est pour faire croire que tu dialogues en fait avec, avec Microsoft, tout simplement. Donc, autant dire que par exemple, le mécanisme Azure, il fonctionne pas en Russie. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de bien choisir en fait, voire de tester les trois. Et puis, si jamais ça fonctionne pas, par exemple, je parlais de la Chine. La Chine, l'OBFS4 est assez performant pour contourner la censure, mais il faut faire quand même une demande de bridge privé, c'est-à-dire que tu as des bridges qui sont inclus, en gros, qui sont dans la configuration du navigateur Tor comme ça, et tu vas avoir aussi des listes privées dont tu ne peux accéder que si tu fais une demande à Tor, en fait, au projet Tor. Donc, c'est soit par, je sais plus, alors tu as un email, et je crois que tu dois avoir un Telegram ou un WhatsApp, quelque chose comme ça, où du coup, en fait, ils vont te fournir une adresse IP de bridge, et comme cette adresse IP est inconnue,
et ben en fait, ça te permet de te connecter au réseau Tor par ce bridge, puis il va faire son cheminement en oignon habituel. Et donc là, bah, pour le coup, c'est très difficile, voire impossible pour un État, ou même pour qui que ce soit, une entreprise ou quoi que ce soit, de connaître, de comprendre que tu dialogues avec le réseau Tor. En fait, il y a deux modes de blacklist, il y a deux modes pardon, de censure. C'est qu'il y a le premier qui est sur un mode blacklist, où on va interdire la liste des sites et interdire un certain nombre d'IP. Et effectivement, là, il y a toujours moyen d'arriver à contourner. Et après, il y a le principe de la whitelist, où là, on va autoriser uniquement ce que l'on souhaite. Oui. Et là, c'est vraiment une censure qui est très, très dure et très forte et du coup très compliquée à contourner. Justement, je voulais prendre un petit peu l'aspect censure en Europe. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais ChatGPT, ils se sont fait censurer en Italie à cause du RGPD. Ça commence potentiellement à arriver entre la France et l'Allemagne aussi. Première question, quel est ton point de vue sur cette censure qui peut arriver? Et deuxièmement, est-ce que Tor, justement, va avoir un impact sur ça? Est-ce que des utilisateurs italiens vont utiliser Tor pour, par exemple, accéder à ChatGPT? Mais alors, tu vois, ces infos comme il aurait dû le faire. Le premier truc que je me suis dit, genre j'ai lu le message, je me suis tourné vers les personnes autour de moi, j'ai fait ah bah NordVPN va se frotter les mains, je pense. Les Italiens n'ont plus accès à ChatGPT, je pense que l'utilisation des VPN par les Italiens va exploser. Le surlendemain ou le lendemain ou le surlendemain, je vois quoi? Je vois une petite annonce, le nombre d'utilisateurs de VPN en Italie a explosé. Bah oui, en fait, je veux dire, c'était prévisible. Je vois pas à quel moment les mecs se sont pas dit on va peut-être pouvoir censurer Internet. Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. En fait, moi, ce que je pense surtout, premièrement, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, c'est se tirer une balle dans le pied. Moi, à titre personnel, je considère que l'avènement des intelligences artificielles comme on a là, des intelligences artificielles génératives, ça va avoir un impact sur notre vie professionnelle et personnelle qui sera peut-être de l'équivalent de l'avènement d'Internet. Parce que c'est déjà inclus dans beaucoup de choses et ça aide énormément. Moi, je le vois dans mon travail actuellement. C'est un truc de fou, quoi. J'arrive à me dégager du temps de malade pour faire autre chose sur des générations de PowerPoint, même du développement. Tu veux créer un petit outil, un truc comme ça, tu demandes à ChatGPT, il va te fournir un truc qui est ce qu'il est, c'est-à-dire ça fonctionne, sera peut-être pas optimisé, ou peut-être qu'il va falloir faire des petites corrections en dialoguant avec lui, mais bref, tu vas pouvoir gagner énormément de temps. Et ce temps, c'est de l'argent. Donc, si jamais tu empêches les gens de l'utiliser, tu te tires une balle dans le pied. Et je pense que à terme, ça va faire un petit peu comme au début d'Internet en France, où c'était très strict, très restreint, etc. Puis d'un seul coup, ils se sont dit oh, mince, on est en train de prendre un retard de fou, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et au final, oui, la France s'est juste tiré une balle dans le pied économiquement pendant des années. Et là, je pense que ça va faire pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils prennent un retard colossal face à des pays qui vont se dire on s'en fiche, c'est très bien ce truc-là, allez, on continue. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, dans un temps où la mondialisation est aussi forte, l'interconnexion entre les pays est aussi forte, notamment par les entreprises, il est obligatoire que les entreprises aujourd'hui qui se situent dans des pays où il y aura interdiction d'accéder, par exemple à ChatGPT, vont utiliser des VPN ou des moyens détournés comme le réseau Tor ou des choses comme ça pour accéder à ces ressources-là. Donc, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est bête, typiquement. Est-ce que ça va avoir un impact sur le long terme? Je ne pense pas, parce que quand je vois ce genre de prise de décision, en fait, je me dis juste que c'est pris par des gens qui n'y comprennent rien, ne serait-ce qu'au fonctionnement d'Internet. C'est très difficile d'empêcher l'accès à une ressource précise. Donc, c'est bête. Et puis, du coup, tu dis que les utilisateurs se tournent beaucoup plus vers des VPN que vers le réseau Tor. Donc, il n'y aurait pas un pic d'augmentation du réseau Tor. En fait, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où c'est professionnel, je pense que c'est plus carré d'utiliser un VPN parce que c'est une technologie qui est connue, parce que c'est un peu moins considéré comme underground. On a un peu trop l'image du réseau Tor utilisé uniquement par les hackers, réseau parallèle, etc. Donc, et puis aussi peut-être que parce que dans les entreprises, les proxys d'entreprises empêchent l'utilisation empêche facilement, on va dire, l'accès au réseau Tor parce que, voilà, par exemple, via les bridges, c'est très facile d'accéder au réseau Tor. Mais je pense que par souci, oui, de rester carré et pro, ils utilisent des VPN. Est-ce que ça veut dire que quand certains États qui empêchent ces accès-là vont se rendre compte que des VPN permettent de contourner, ils vont aller voir les fournisseurs de VPN et leur taper sur les doigts? J'en sais rien, c'est possible aussi. Est-ce que les entreprises, quand ils vont voir que ça leur coûte trop d'argent ou justement qu'ils perdent trop d'argent à ne pas pouvoir utiliser ces ressources-là, ils vont s'expatrier à l'étranger? J'en sais rien. Je pense que c'est un sujet qui sera intéressant à voir sur les années à venir.
Parce que je pense aussi que ça risque de démocratiser beaucoup le réseau Tor et peut-être de le sortir un petit peu de cette idée reçue du réseau vraiment en soum-soum. On va voir. Justement, comme tu disais, c'est une image qui est très dark aujourd'hui du réseau Tor. Et pourtant, l'usage premier du réseau Tor, c'est quand même à la base pour les journalistes qui sont dans des situations de guerre, qui sont dans des zones de conflit, qui ont besoin de faire exfiltrer des informations, alors que les gouvernements ou les réseaux en place ne le permettent pas. Tu as aussi tous les lanceurs d'alerte qui sont au sein de certaines structures, au sein de certains gouvernements, qui ont besoin de faire fuiter des informations, qui ont besoin d'aider certaines personnes pour faire des révolutions, pour faire renverser des gouvernements. Donc je pense qu'effectivement, c'est un certain avantage, mais aujourd'hui, ça reste très underground et assez mal vu de la grande majorité de la population. En même temps, quand on entend les médias, de la manière dont ils en parlent de Tor et de la manière dont ils le vendent, c'est un petit peu normal aussi. C'est-à-dire qu'on en revient au premier sujet que tu abordais sur le fait que selon dans le pays dans lequel tu te trouves, les médias vont te proposer une information qui va être conforme un petit peu à ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire que nous, en Occident, on aime bien se dire qu'on est les gentils, donc on va nous fournir des informations, on va montrer qu'on est les gentils. En Russie, forcément, par exemple, sur le conflit ukraino-russe, forcément, on va pas démontrer que l'Ukraine, c'est les gentils. Voilà, donc chaque pays, ce serait complètement bête et se tirer une balle dans le pied. Donc, encore une fois, je pense que les médias, et tu as raison, les médias de grand public, peut-être par manque de connaissances aussi, se diabolisent un petit peu la chose avec des mots un petit peu forts. Quand on commence à entendre le réseau Tor sur des chaînes de télé grand public, c'est le réseau des hackers, c'est des mots un petit peu qui font flipper monsieur, madame, tout le monde. Alors du coup, est-ce que là, ce besoin de contournement de censure, tout simplement, qui va émerger pour utiliser des outils qui sont légitimes, comme des IA, est-ce que justement, ça va pas permettre de populariser un petit peu plus le réseau Tor, le faire sortir un petit peu de cette image, parce qu'en fait, s'il a cette mauvaise image, s'il souffre un petit peu de cette image qui a été donnée par les médias, c'est peut-être aussi parce que les gens ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu connais quelque chose et qu'on tente de le diaboliser, tu vas te dire mais non, c'est faux, je l'ai fait, je l'ai utilisé, machin, c'est pas vrai. Donc, je pense que ça peut être que bénéfique. Et après, c'est vrai que ça peut être que bénéfique à tous les niveaux parce qu'en plus permettre l'accès plus simple et faire comprendre aux gens que utiliser le réseau Tor, ça peut être aussi bénéfique pour apprendre des choses ou pour accéder à des ressources auxquelles normalement ils n'auraient pas accédé. Peut-être aussi que ça peut dédiaboliser un petit peu les lanceurs d'alerte, parce que tu parlais des lanceurs d'alerte qui ont besoin de proposer de l'information. Ouais, enfin, sauf que derrière, on voit que malgré que tu utilises le réseau Tor, Julian Assange, en ce moment, il est pas bien, quoi. Donc, il y a quand même des grosses retombées. C'est-à-dire qu'actuellement, il est en train de se faire extrader vers les États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est, à mon sens, une honte, mais bon, c'est que mon avis. Mais voilà, donc il y a effectivement des problématiques plus profondes sur les lanceurs d'alerte. C'est ça, c'est exactement qui dépassent ça. un peu le cadre de l'utilisation de Tor. Exact. Effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est intéressant de voir un peu ce côté qui peut arriver un peu plus mainstream, en tout cas pour Tor, ou en tout cas pour les réseaux alternatifs, les dédiaboliser. Et après, je pense que ça va surtout passer par le fait que certaines structures comme OpenAI mettent en place un site accessible par Tor, officiellement, que ça soit publié directement sur le site, et qui disent « Ok, notre produit est accessible à tout le monde, n'importe où dans le monde, venez vous servir ». Et ça serait pour les Américains, ça serait une très bonne image de marque en disant on fait le pied de nez à tout le monde sur la planète, mais ça permettrait à ceux qui en ont besoin effectivement d'aller mettre. Après, tu vois, il y a toujours la question des données personnelles qu'on va saisir dessus. Quand on voit que certaines structures, certaines sociétés qui font des brevets secrets qui viennent tout déposer sur ChatGPT, oui, on peut se dire qu'on est à minima anonyme en passant par Tor, mais à partir du moment où on file nos propres informations, il n'y a plus d'anonymat en fait. Ah mais bien sûr, mais comme on l'a dit déjà plusieurs fois, tu peux utiliser le réseau Tor dans sa configuration la plus verrouillée, où techniquement il n'y a rien qui fuite, il n'y a rien qui bave. Si tu balances ton adresse perso au site internet avec qui tu essayes de discuter, c'est foutu. Tu t'es tiré une balle dans le pied, autant utiliser Firefox et puis c'est fini, quoi. Donc, encore une fois, la plus grosse faille dans l'utilisation du réseau Tor, c'est la faille humaine. C'est ce que tu vas en faire. Et c'est pareil pour tout. Donc, ouais, on verra. On verra. Moi, je suis assez curieux de voir comment ça va se passer et surtout l'avenir du réseau Tor par rapport à ça, parce que s'il devient plus mainstream,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du coup, on va voir un pays comme l'Italie qui va faire ah, vous passez par le réseau Tor pour utiliser ChatGPT? Maintenant, vous n'avez plus accès au réseau Tor, tu vois, enfin, au site Tor, parce qu'en fait, au final, tu vas utiliser le réseau Tor pour accéder au site de Tor, et puis voilà. Ouais, voilà, exactement. Non, mais c'est vraiment une grande question, voir comment la censure va évoluer, en tout cas en Europe, sur ces questions-là. Après, moi, je reste persuadé que ça reste un outil qui est quand même extrêmement puissant, qui permet de faire Oui. de grandes choses, Oui. beaucoup plus que peuvent l'être, par exemple, des VPN sur certains points, et qui a ce côté encore un peu réseau alternatif. Et si vraiment, je pense que ça devenait mainstream, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de pays qui acceptent d'héberger des nœuds avec des censures qui soient très faibles pour permettre aux gens de pouvoir sortir par là-bas, ou même ne serait-ce que des nœuds de relais dans des pays où les connexions sont performantes. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu ce qui va pêcher sur le réseau Tor, et ce qui fait que c'est cool pour contourner la censure, mais c'est tellement lent que du coup, pour une utilisation quotidienne, on est obligé de le faire sauter en fait. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que pour que quelque chose devienne mainstream, déjà il faut que les gens l'utilisent, se disent tiens, pourquoi pas l'utiliser? Mais du coup, quand tu l'utilises à l'usage, il faut que ça corresponde faut que ça réponde à un problème et il faut que ça y réponde du mieux possible. Donc si ça répond à ton problème parce que ça contourne la censure, mais que derrière, pour accéder à un site internet, il te faut 15 heures, ça va pas être utilisé. Les gens vont se dire ouais, c'est chiant, c'est long, vas-y, je désinstalle, c'est pas si ouf. Et bêtement, c'est intrinsèque au réseau Tor. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la chose? Je sais pas et je pense pas. Donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est voué en fait à ne pas devenir si mainstream que ça. On aura sûrement une explosion des utilisateurs, mais je pense pas non plus que ça va devenir un truc comme troisième navigateur plus utilisé. Je pense pas. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ça me fait penser tout de suite au trilemme des blockchains, qui a exactement le même problème. C'est la différence entre la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Tu ne peux pas avoir les 3 points en même temps. Et en fait, j'ai l'impression que le réseau Tor, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont blindé la sécurité. La décentralisation, elle est très bonne. Elle y est. Mais du coup, la scalabilité, elle pêche. Elle est dégueulasse, bien sûr. Et donc, clairement, je pense que tu es vraiment sur ces aspects-là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui va le bloquer le plus. Et tant qu'ils n'auront pas trouvé de problématique pour résoudre ces histoires de scalabilité, ce qui risque d'être au dépend de la sécurité ou de la décentralisation. Toujours. Toujours. Ça voudrait dire que ça voudrait dire que soit on a trouvé une technologie de chiffrement de malade qui est super rapide, super efficace. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, forcément, quand tu utilises à partir d'un certain degré de chiffrement, forcément, ça va être plus lourd. Soit tous les nœuds Tor se mettent d'accord pour utiliser une fibre optique 10 gigabits. Là, c'est pareil, hein, ça va être un peu compliqué. Tu as limité le nombre de pays, en fait. C'est surtout ça. Du coup, tu as une décentralisation à nouveau. Oui. Donc, non, je pense qu'intrinsèquement, ce ne sera pas possible, du moins pas maintenant. Pas à court terme. Bon, je pense qu'on a bien effectivement éludé cette question sur le fait que Tor a quand même des avantages certains pour contourner la censure. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Il y a un guide également pour bien débuter en cybersécurité qui est disponible directement dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.